Voilà, nous sommes avec vous jusqu'à 14 h. Nous allons recevoir dans un instant Mme André Simoneau, qui est présidente du club Femmes Outre-mer. Bonjour. Bonjour, Daniel. Je crois que c'est ce week-end qui va avoir l'Assemblée Générale, c'est bien ça? C'est bien ça. Bon, on est bien informés. Maurice, c'est notre journaliste de Paris et de passage en Guadeloupe. Maurice, c'est que Mme Simoneau connaît très bien, j'imagine. Oui, bien sûr, avec Tropique FM et tout ça, c'est bien. Au News, il sera avec nous. Rosan Mounier, expert sur les questions agricoles, puisque vous savez qu'en France, en ce moment, le monde agricole bouge beaucoup. Rosan Mounier vous donne donner son avis sur la question. Et puis, on va terminer avec Edith Evridus, la présidente de la commission des TPE à la CCIG. Sinon, l'actualité, mobilisation des agents sur le port autonome. On en parle dans un instant. Conférence de presse de l'intersyndicale de l'éducation et éducation, justement. Il y aura une grève le 1er février. Vous savez que la nouvelle ministre de l'Éducation est en grande difficulté en ce moment. On va peut-être en parler avec les syndicalistes. Et puis, il y aura une première rencontre du club Hydrogène. Et on va terminer sur le jardin de naissance, un site pour aider les femmes avant et après l'accouchement. Tout de suite, mobilisation des agents sur le port autonome. C'est parti. Si vous voulez une délégation qui aille voir le préfet, je peux agir comme intermédiaire, il n'y a pas de problème. Je peux vous accompagner. Je ne suis pas certain, je me répète, ça sert. Si vous voulez une délégation qui aille voir le préfet, je peux agir comme intermédiaire, il n'y a pas de problème. Je peux vous accompagner. Je ne suis pas certain, je me répète, que ça serve à quelque chose, parce que le préfet exécute ce que son ministère lui a demandé de faire en fonction de la loi et des différents décrets. Donc, je ne suis pas sûr que ça serve à quelque chose, mais quand même, on peut essayer de faire cette délégation, au moins pour qu'il rapporte à son ministère de tutelle la réaction sur le terrain. C'est logique. Bon, faites votre délégation, venez pas à 50, c'est pas la peine. Hein, chacun à 2 ou 3. Oui, d'accord. Venez à 2 ou 3 chacun, je vous accompagne, je demande au préfet un rendez-vous, et puis vous expliquerez. Ok, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, encore une fois, je ne suis pas à l'origine de cette loi. Je dois l'exécuter parce que nous sommes des utilisateurs du port. Donc, on est tenu par une réglementation qui est existante. Alors, aujourd'hui, nous découvrons, en fin de journée hier, nous découvrons que des collègues autorisation de conduite à pas conduite, autorisation à accès à port là arrêté. Et il y a crié au téléphone là, et puis il y a informé de ça. Il y a dit que bon, à partir de demain, ils ont payé ni accès à port là, parce que voilà, ça sortit en direction, cette décision-là sortit du préfet, et qu'ils n'ont pas ni accès demain à port là. Donc demain, à partir de demain, ils n'ont pas embauchable encore à Arima. Aujourd'hui là, nous informé l'ensemble des ouvriers bon matin avant le début des opérations. Ça a généré une frustration en fait, générale qui fait que l'ouvrier là dit qu'il ne peut pas répondre au travail tout autant qu'il ne peut pas connaître en qui ça s'accueille. Demain, ça peut être moins, ça peut être le collègue qui a côté en moins, ça peut être c'est un père de famille, c'est ni bon qui travaille, c'est père, fils, c'est oncle, c'est nous en famille. Ça peut être n'importe qui ça a touché, nous pas savons, nous avons découvert que l'autorisation a roté comme ça. Donc demain, du jour au lendemain, on peut travailler. Ou pas connaître pour qui habite réellement, on peut travailler. Donc aujourd'hui, nous demandons un éclaircissement, c'est ça. Alors nous demandons que pour les deux ouvriers qui sont suspendus pour le moment, nous avons trouvé un aménagement de poste. Donc comme il n'y a pas de droit d'accès à terminal là encore, mais nous avons des postes en dehors du terminal, et il faut trouver un aménagement de poste. Donc il faut regarder avec la direction et il faut venir vers nous pour justement faire nous une proposition par rapport à ça.
S'il n'y a pas qu'un, alors, s'il n'y a pas qu'un, je là, on peut positionner pour dire si ni blocage ou pas blocage. Pour le moment, nous allons attendre de voir qu'est-ce que proposer nous. Alors, aux dernières informations, le blocage continue. On attend peut-être une visite du préfet pour essayer d'en savoir un peu davantage sur le licenciement un petit peu abusif, en tout cas surprenant, de 2 agents sur le port autonome. Là, c'est une affaire que nous allons suivre. Conférence de presse de l'intersyndicale de l'éducation, qui ne sont pas contents. Vous savez qu'on a supprimé 107 postes d'enseignants. Et l'intersyndicale, dans un communiqué commun, a fait savoir son mécontentement. On écoute tout de suite leur porte-parole. Le 1er février, nous sommes mobilisés avec l'ensemble des organisations syndicales pour exiger la fin des suppressions de postes, exiger même la création de nouveaux postes au regard des indicateurs de position sociale de nos élèves qui, normalement, auraient dû nous doter notamment plus d'éducation prioritaire. Mais surtout, nous souhaitons voir, avec la fin de ces suppressions de postes, la possibilité d'encadrer correctement les jeunes, les faire réussir. Je rappelle que nous sommes l'académie où nous avons le taux d'échec le plus énorme. Plus de 1800 élèves quittent le système éducatif sans diplôme. Nous avons l'académie avec le taux d'illettrisme le plus conséquent de tous les départements de France. Mais surtout, nous avons une académie, lorsque nous regardons les résultats nationaux, qui est en deçà de ce que nous sommes en droit d'attendre pour nos élèves. Aujourd'hui, il nous manque des enseignants. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne vont pas dans les métiers d'enseignement parce qu'ils sont mal payés. Il faut donc non seulement améliorer nos conditions de travail, non seulement faire de telle sorte qu'il y ait plus de suppression de postes et faire qu'on ait un meilleur taux d'encadrement, mais surtout, il faut qu'il y ait un signal fort de revalorisation de nos métiers pour que justement, nous ne nous retrouvions pas comme ça à défaut. Je rappelle que beaucoup de classes aujourd'hui n'ont pas d'enseignants devant eux et donc il faut absolument que nous trouvions tous les voies et moyens pour que l'école de Guadeloupe soit une école de la réussite. C'est les difficultés de personnel de remplacement, de collègues qui sont TZR ou contractuels, où les viviers sont épuisés. On constate jusqu'à maintenant, nous sommes en janvier, je donne l'exemple du lycée de Pointe-Noire, ils ont dû se mobiliser cette semaine pour avoir un prof de français. Les élèves vont à l'examen en juin. Donc ça, c'est un exemple. Mais on en a encore d'autres sur le lycée du Nord-Grande-Terre, par exemple, où il y a des personnels qui manquent, sur Cap-Esther, des disciplines où justement il n'y a plus de vivier de remplaçants, que ce soit des TZR, que ce soit des contractuels, et on risque de se retrouver dans des difficultés encore plus importantes l'année prochaine avec les suppressions de postes qui sont annoncées, soit 107 en tout sur l'académie, 55 dans le second degré, 52 dans le premier degré. Que là, on peut considérer que trop, c'est trop. Depuis l'année dernière, on subit de manière intempestive des suppressions de postes. Aujourd'hui, on a encore 105 postes de le premier et le second degré. À un certain moment, je pense qu'il faut qu'on, frappe du poing sur la table, qu'on se mette ensemble pour voir comment changer les choses, parce qu'il est inadmissible que l'on puisse encore aujourd'hui être dans une situation où il y a un manque de moyens et qu'on s'appuie simplement sur une gestion comptable pour déterminer, notamment la baisse des effectifs, pour déterminer la qualité du travail qui doit être fait sur le terrain, la réussite des élèves. On ne peut pas parler de réussite si on reste dans cette logique de suppression. Voilà un reportage, vous l'avez vu, d'Olivier Félix. Nous y reviendrons dans un instant. On sait déjà que le 1er février, Johan Greur. Je vous l'ai dit, on reçoit André Simoneau, qui est la présidente du club Femmes Outre-mer, qui aura son assemblée générale pendant ce week-end. André Simoneau, merci et bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce que c'est exactement pour les gens qui ne savent pas, Femmes Outre-mer? Alors, le Club Femmes, c'est un club que nous avons monté en mai de l'année dernière parce que nous avons fait le constat du manque d'exemples, de modèles. Donc, comme tu sais, Dani, que je travaille avec des femmes d'exception, des femmes et des hommes d'exception. Et on s'est rendu compte qu'au fil du temps, nous n'avons pas pu inscrire nos pas dans ceux de nos aînés. Nous avons eu beaucoup de femmes célèbres ici, comme Madame Michaud, comme Gertie Archimède, etc. Mais ces personnes-là ne nous ont pas donné les clés pour que nous puissions mettre nos pas dans le leur, pour que nous puissions commencer à emprunter les chemins de la réussite. Je vois qu'à l'échelle de Michelle Obama,
Oprah Winfrey, tous ces modèles de femmes noires américaines sont enclins à donner des exemples, à tendre la main aux générations qui commencent. Nous, en Guadeloupe, à l'instar de Madame Obama, on aurait pu avoir des exemples, des formations, on aurait pu bénéficier de l'expérience de nos aînés. Et malheureusement, nous n'avons pas ces retours d'expérience pour nous permettre d'avancer plus vite et plus sereinement. Et je vois que ailleurs, la dame a été la première femme qui a occupé les plus hauts postes aux États-Unis. Elle retourne dans la population, voir les petites filles noires et leur proposer le rêve américain pour leur dire que pour elles aussi, c'est possible d'accéder au plus haut sommet. Nous, on a certes des femmes d'exception, mais on n'a pas les clés. Elles ne nous ont pas transmis les clés de la réussite. Donc, nous avons pris à bras le corps cette recherche, cette quête d'exemplarité, et on recrute au sein du club les compétences des femmes de talent, des femmes inspirantes qui ont un parcours d'exception et qui sont en capacité de tendre la main et de faire profiter de leur expérience. Donc, un exemple de ces femmes. Alors, nous avons au sein du club, on en parlait tout à l'heure, nous avons une 60aine de femmes. Nous avons Madame Jomy, nous avons des femmes, des chercheurs, nous avons la fille Sarah Beaujour, qui est inscrite au barreau de New York. Nous avons pléthore de femmes qui ont souscrit à notre charte de valeurs et qui a compétences exceptionnelles. Nous avons Madame Paris qui enseigne à la Claudia Paris, qui, entre autres, qui enseigne à l'Université du Canada et qui enseigne aussi ici. Nous avons pléthore de femmes qui ont su porter haut les couleurs des femmes ultramarines. Donc, nous travaillons avec ces femmes-là. Nous avons élaboré une charte, nous avons élaboré également une feuille de route et nous y travaillons. Nous voulons montrer la route aux générations futures. Dans cette feuille de route, nous avons inscrit le fait de militer pour que les femmes les parents qui perdent un enfant, trouvent un mot juste pour marquer la perte d'un enfant. Parce que LFI avait porté un projet de loi sur le fait de perdre un enfant, de marquer le deuil. Parce que quand tu te rends compte que tu perds ton époux, tu deviens veuve, tu perds ta mère ou ton père, tu es orphelin, mais il n'y a pas de mot pour mettre la qualité, pour mettre un mot sur la douleur de perdre un enfant. Donc, on est en train de mettre en place un forum, des débats pour essayer d'identifier ce mot qui apaiserait la perte d'un enfant. Nous avons également le désir de devenir mère, de devenir parent, le désir de maternité des femmes. Donc, toutes ces problématiques sociétales, nous les prenons à bras le corps et nous en faisons une feuille de route pour que nous puissions porter notre contribution aux femmes de chez nous. Alors, est-ce que, d'une manière générale, les femmes à qui vous adressez adhèrent facilement? Facilement, très facilement. Elles sont très généreuses. Elles sont dans une démarche d'exemplarité, elles sont dans une quête également identitaire. Elles veulent se situer sur l'échiquier d'abord à l'échelle de Guadeloupe, mais aussi dans le monde. Elles veulent rayonner et nous avons en partage cette quête d'exemplarité. Donc, nous recherchons, nous n'avons pas de mal à recruter, nous recherchons des femmes qui sont disposées à additionner les talents pour faire gagner la femme guadeloupéenne. Alors, je pose toujours ce genre de questions. Mouvement de femmes, ça veut dire les hommes, comment ils ne sont pas admis dans la structure, ils sont écartés, ils sont blacklistés. Non, on est d'abord entre nous pour pouvoir mettre en valeur la sororité.
Parce que vous avez, les hommes, plusieurs cercles d'amis. Vous jouez au domino, vous jouez aux cartes, vous jouez à la belote. Donc, vous avez vos cercles. Nous, dans notre commission, on a plusieurs commissions qui rythment le club. On a une commission Rhum-Cigare. Ah, alors, Rhum-Cigare. Oui, Rhum-Cigare pour les femmes. Bien sûr, pour les femmes. Oui. Ça nous permet d'échanger sur des dossiers qui sont très épineux, très particuliers. Ah, c'est pas pour échanger sur le rhum et le cigare, non? Non, on est dans un environnement de détente, d'appréciation, parce qu'on aime aussi les bonnes choses, tout comme vous. D'accord, oui, bien sûr. Voilà. On comprend ça. Et donc, cette assemblée générale qu'on fait ce week-end, sur quoi ça va porter réellement? Alors, nous allons faire le point sur de là où nous sommes, le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Et bon, c'est la nouvelle année, nous allons faire le point sur la feuille de route et nous allons fixer nos nouveaux objectifs et nous allons voir dans quelle mesure qu'on peut, parce qu'on développe le club en Martinique, on développe le club en Guyane, on essaie de développer le club dans toute l'outre-mer pour que les femmes ultramarines deviennent une force de proposition. D'accord. En fait, l'objectif, c'est celui-là. L'objectif majeur, c'est celui-là. C'est que nous soyons à côté de vous, messieurs, avec vous, des forces de proposition. Pas derrière nous. À côté de vous. Dit toujours sur le même point. Non, il y a toujours une femme. Non, égalité. Ouais. C'est fini derrière. Nous, on est à côté, on est avec vous. On défend l'égalité homme-femme. Donc, on ne va pas se mettre devant, ni à côté, ni derrière. Oui. On est avec vous. Ça a un objectif politique quand même? Non. On est force de proposition. On viendra voir des politiques, on essaiera de porter des choses, faire du lobbying, absolument. Pour faire, si par exemple on veut faire avancer l'identification de mots qui puissent qualifier la femme? Non, qui puissent mettre sur la perte d'un enfant. Il faut que nous fassions du lobbying avec nos élus. D'accord. Il faut que ça s'inscrive, il faut qu'on aille jusqu'à l'académie, il faut qu'on fasse du lobbying. On a aussi une commission lobbying dans notre structure. Et quand vous faites ce genre d'assemblée générale, bon, ben après, vous prenez des dispositions, mais ça se fait en Guadeloupe, mais ça va toucher tous les autres territoires? Oui, on a déjà commencé avec la Martinique et la Guyane, ça se construit. Ça se construit. Donc c'est beaucoup de boulot, beaucoup de confiance, beaucoup de dons de soi. Donc on a besoin de vous aussi. Oui. Alors, d'une manière générale, Mme Simoneau, comment se porte la femme en Guadeloupe aujourd'hui? Parce qu'on disait autrefois, le Guadeloupéen était très macho ou très machiste, etc. On dit que maintenant, les femmes sont devenues un petit peu plus sexistes, plus féministes. Bon, on m'a dit, certaines femmes disent, on refuse le terme de potomitan. Elles ne veulent plus entendre parler de ça. La femme n'est plus le potomitan, c'est la famille qui est le potomitan. Alors, comment vous voyez la femme aujourd'hui dans notre région? Alors, moi, la femme, nous percevons la femme guadeloupéenne comme un partenaire de la société. Nous sommes actrices, acteurs de notre destinée. Nous restons toujours le socle, puisque c'est sur nos épaules que porte la famille. Mais la femme, aujourd'hui, est une femme émancipée, avec plus d'accès à la connaissance et aux responsabilités. Moi, c'est comme ça, je vois qu'elle n'est pas réservée à la cuisine, elle n'est pas réservée à faire la couture, elle n'est pas... Nous allons là où vous allez, nous sommes votre égal. Oui, c'est ce qu'on appelle l'égalité. Vous voulez vraiment l'égalité homme-femme. Oui, et voilà. C'est possible dans la société guadeloupéenne. C'est possible, puisque je vois de plus en plus les hommes prennent en charge les tâches, partagent les responsabilités de plus en plus avec les femmes. C'est un travail de longue haleine, puisque nous avons des hommes très, je dirais... très à cheval sur le côté macho, mais c'est à nous de casser ces codes. Mais cela dit quand même, André Simoneau, vous voyez bien qu'en Guadeloupe, il y a de plus en plus de femmes qui sont chefs d'entreprise. Donc il y a vraiment une poussée quand même. Oui. C'est ce que je vous disais. On est dans une démarche d'évolution du statut de la femme qui est en train de prendre...
je dirais, des parts de marché, qui est en train de prendre ses responsabilités dans la société. Oui. Et que ce soit en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Paris, on voit bien que les femmes prennent le leadership. Le leadership féminin n'est plus un doux euphémisme, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Aujourd'hui, je veux dire que la situation de la femme a quand même évolué positivement, quand même. Oui, et puis ça suscite aussi, j'ai l'impression que les hommes sont un peu désemparés du fait que nous progressons très vite dans notre société et que ils sont un peu dépossédés sur l'autorité qu'ils ont, la mainmise, et des fois ça se passe très mal. D'où les violences sexistes et des violences faites aux femmes. Oui. Alors, une dernière chose. Alors, par exemple, pour le 8 mars, qui est traditionnellement Journée internationale de la femme, comment votre association peut réagir? Comment est-ce qu'elle célèbre ou bien est-ce qu'elle passe à côté? Alors, nous voulons marquer l'antillanité, le côté ultramarin de la femme. Nous voulons nous militons en tout cas, ce point-là fait partie de nos objectifs à atteindre. Nous voulons identifier, sans rejeter le 8 mars, mais nous voulons identifier la femme d'outre-mer. Nous voulons avoir une journée à nous, à toute l'outre-mer, qui ne soit pas le 8 mars, parce que bon, c'est beaucoup de revendications, mais nous avons notre originalité, nous avons notre identité d'ultramarine, nous voulons exister en tant que femmes ultramarines. Et je pense que le 8 mars, on ne va pas rejeter, puisque ce sont des luttes qui portent leurs fruits. Donc, nous allons participer cette année. On va probablement avoir encore un partenariat, pas encore, mais on va renforcer notre partenariat avec la femme au travail, parce que ça nous fait honneur que les femmes soient responsables et soient autonomes. Donc, Pôle emploi, maintenant France Travail, nous a donné l'opportunité de mener une première action avec eux l'année dernière. Et nous avons fait des rencontres, des échanges avec des femmes inspirantes. Et nous avons rencontré à peu près dans 5 agences de Pôle emploi, nous avons rencontré des femmes qui il leur manquait le petit déclic pour passer à l'acte, pour retourner dans le monde du travail. Nous avons identifié des femmes inspirantes, des femmes qui ont un parcours exceptionnel dans notre association, et nous leur avons proposé le parcours pour les encourager à passer de l'autre côté, à revenir dans le monde du travail. Donc, ce sont des actions que nous menons en appoint avec des associations comme le Soroptimisme, comme le Réseau Vif, que Mme Justine Bénet est en train de mettre en place. Nous travaillons à la condition féminine, à émanciper les femmes et à participer à leur plein épanouissement. Ben, merci. Juste un dernier petit mot. J'ai cru comprendre que vous avez envie d'inviter Michelle Obama en Guadeloupe. Oui, c'est une indiscrétion que vous avez, mais c'est vrai. C'est bien, on attend ça. Voilà, merci. Il est pratiquement 12h59, il va être 13h. On prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos prochains invités. Maurice Seseki-Jala et Rosa Mounier qui seront avec nous. On parlera de la crise agricole en France et de ses répercussions en Guadeloupe. À tout de suite. Merci, Danick. Voilà, nous sommes revenus pour la deuxième séquence du ZCL News. Il est pratiquement déjà 13h05. On va recevoir un instant Maurice Cessé. Bonjour. Bonjour, Danick. Bonjour aussi à tous les téléspectateurs de Canal. Exilé depuis combien? 30 ans déjà? Un peu plus. On ne va pas donner de chiffres. Et Rosa Mounier, expert sur les questions agricoles. On profite pour saluer notre ami Alex Bandou qui est en ce moment hospitalisé. Et on espère bientôt ça qui est guéri et qu'il faut venir voir nous. Alors, on va faire un petit micro-trottoir rapidement sur l'augmentation des salaires des députés. C'est un micro-trottoir qui a été réalisé ce matin. On regarde tout de suite. Alors, eux, la vie est chère pour eux et pour nous, c'est pas cher en fait, c'est ça. Bah, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Pas d'accord du tout. Parce que s'il le faut que nous aussi, le petit augmente dans notre sens. Alors pourquoi seulement pour eux? Parce que la vie est chère pour tout le monde, les prix augmentés. En fait, c'est pas qu'eux en fait, qui souffrent de l'augmentation des prix. Hein. Surtout maintenant, pour avoir une augmentation, c'est très compliqué. Vous savez comment que ça se passe, hein?
Vous savez comment ça se passe chez les grands, tout est grand. Hein? C'est voilà. Nous, on n'a rien à dire, on constate. On va penser que c'est du foutage de gueule, hein? Parce que la vie est chère, mais on va penser que c'est eux qui ont senti. Rappelez-toi parce que c'est nous qui avons senti. Regardez là, si tu fais des petites commissions là, on a déjà payé au moins 300 € là. Donc 300 € au mois de janvier, et au Japon, on est de janvier, c'est un mois et pas fin même. Donc, il faut y doser quand même, il faut y faire doucement. Mais bon, quand on dit que chien maré, c'est pour battre, donc nos règles, c'est pour des manœuvres quand même. Bien sûr, l'inflation, c'est pour tout le monde, hein, ça ne touche pas qu'un seul corps de métier. Donc, il faudrait suivre s'il faut augmenter de 300 € pour eux. C'est pour toute la population. Waouh! Et nous, au SMIC, on nous augmente de 2 €, 3 €. Qu'est-ce qu'ils font pour nous? Ça se posait beaucoup de questions, ça. Point d'interrogation. Ben, ce serait bien que tout le monde, tous les travailleurs, toutes les personnes qui perçoivent un salaire soient aussi augmentés de 300 €, puisqu'on on vit exactement les mêmes choses concernant l'augmentation de la vie chère. Donc ce serait bien que tout le monde soit au même niveau. Je ne suis pas contre, hein, mais il faut réactualiser aussi pour les autres. Que bientôt ils vont nous faire une augmentation de 3 000 €? J'en pense qu'ils abusent. Qu'ils abusent beaucoup, les députés, là. Et que, voilà, on devrait, nous, les avoir, ces 300 €. En vrai, ils auraient dû avoir une réduction. Une réduction, parce que je pense qu'ils ont trop d'argent pour ce qu'ils font, c'est-à-dire rien. Wow, ça n'a pas mal. Hein? Bon, alors, on commence avec Maurice. Maurice, c'est journaliste depuis plusieurs décennies, on va dire, en France. C'est compliqué d'être journaliste guadeloupéen à Paris? Peut-être au départ, d'abord, je voudrais quand même saluer l'ensemble des téléspectateurs et leur souhaiter quand même une bonne année à toute l'équipe de Canal 10. Difficile, oui, au départ. Aujourd'hui, non, parce que, bon, les médias, il y a un grand nombre de médias d'information. Nous nous trouvons avec les mêmes confrères de BFM, LCI, parfois au niveau des conférences de presse. Au départ, c'était un petit peu difficile parce qu'il n'y avait pas autant de médias. Alors, évidemment, les accréditations, et on était plutôt, ils sélectionnaient les accréditations. Aujourd'hui, nous sommes accrédités dans, que ce soit à Matignon, à l'Élysée, les différentes institutions. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui parce qu'il y a plus de médias d'information et nous faisons partie de ces médias-là, mon cher Danick. Quand par exemple il y a une conférence de presse de Macron comme la semaine dernière, ONews est invité. Oui, absolument. Alors nous devons, effectivement, si on veut, pour concernant la conférence de presse du président de la République, on peut effectivement demander une accréditation. L'accréditation est acceptée. Oui. Mais dans ce qu'il y a, c'est est-ce qu'on nous est possible de poser une question? Voilà, là, c'est déjà plus compliqué parce qu'il y a quand même un responsable. 300 journalistes la semaine dernière. Voilà, absolument. Un responsable de presse qui, dit, vous, là, à droite, à gauche, etc. Ouais. Donc, en réalité, 300 journalistes, est possible de poser 300 questions au président. Mais non, mais je pose la question pourquoi? Parce qu'on a vu au lendemain de cette conférence de presse que beaucoup de députés se plaignaient du fait que Macron avait complètement zappé nos territoires. Oui, c'est vrai que lorsque nous avons, juste avant mon départ de Paris, j'ai eu à interroger Max Mathiazin, M. Marcelin Nadeau, Élie Califère, concernant le remaniement. Et donc, effectivement, il constate que le président n'a pas dit un mot sur les Outre-mer. Et aussi, même question que Mathiazin se pose, pourquoi il y a un ministre de l'Intérieur et des Outre-mer? On l'a vu très bien lorsqu'il y a eu le cyclone à La Réunion. Le ministre de l'Intérieur était obligé de partir à La Réunion, alors qu'il est ministre de l'Intérieur, il aurait pu produire quelque chose de grave aussi à Paris. Pour le moment, il n'y a pas eu de ministre délégué. Maintenant, il n'y aura plus. Je pense qu'on aura un secrétaire d'État. Alors, est-ce que aussi la question qu'on peut se poser, puisque Gérald Darmanin a laissé entendre que pour lui, il aurait accompli sa tâche après les Jeux Olympiques et laissé entendre aussi qu'il pourrait quitter le gouvernement. Oui. Alors, on peut peut-être penser qu'il restera à ce poste pendant les 6 mois à venir. Et puis, on ne voit pas. Parce que M. Vigier, alors c'est la raison pour laquelle j'ai demandé aux députés de réagir, parce qu'il ne faut pas oublier que le SURM, ce fameux, où on attend beaucoup pour les Outre-mer, ce SURM est passé entre les mains de M. Carinco, puis de M. Vigier, et pour le moment, on attend la suite. Le SURM est au ciel, on va dire. Voilà. Alors, autre chose, Maurice, alors, vous êtes basé à Paris, où il y a la plus grosse, j'ai envie de dire, population, le Guadeloupe-Martinique, enfin, de nos
pays. Mais quand il y a de l'information dans les autres régions, comment vous faites? Alors, les autres villes comme Bordeaux, Toulouse, nous commençons maintenant à créer des réseaux. Hein. D'ailleurs, je suis en train de travailler là-dessus parce qu'effectivement, il n'y a pas que l'Île-de-France, Paris, mais tout de même, c'est là, ça se concentre là quand même. Hein. Il y a évidemment le carnaval de Bordeaux, il y a des associations à Bordeaux, Toulouse, mais on peut dire quand même la grosse partie de l'actualité ultramarine, c'est l'Île-de-France, Paris, Île-de-France. Et bon, il y a peut-être, je pense, actuellement 200-300 associations hein, sur Paris. Donc ça montre bien que cette actualité-là, mais on essaie quand même, parce que je suis en train de travailler là-dessus, pour avoir au moins, lorsqu'il se passe quelque chose, comme Bordeaux, parce qu'il faut trier un petit peu les villes, hein, Toulouse, Bordeaux, Marseille, voir un petit peu, avoir d'autres images. C'est d'ailleurs ce que je fais actuellement avec les autres régions. Je pense que tu as dû te rendre compte, nous avons maintenant Mayotte, nous avons signé un partenariat avec Coésie Mayotte, la réunion avec Freedom, ce qui m'a permis d'ailleurs d'avoir énormément d'images lors du passage du cyclone il y a quelques jours, la Nouvelle-Calédonie, la Guyane. Donc on travaille avec l'ensemble des régions. Ce que je veux, j'ai voulu faire depuis quelques mois maintenant, c'est montrer les outre-mer, montrer les autres régions, voir est-ce que ce sont les mêmes problèmes qui se posent. Et c'est même très enrichissant parfois, très enrichissant. Et donc en plus de cette actualité évidemment de l'Île-de-France au niveau des vous avez créé aussi, il faut le dire, O-News. Oui, absolument. Nous avons un site Outre-mer News, O-News Radio, ça vient d'être installé, qui marche très fort. C'est un format musique et info toutes les 30 minutes. Et puis le site Outre-mer News qui fonctionne à plein temps. On a une actualité, on actualise en tout cas ce site régulièrement. Mais nous sommes toujours, actuellement, concernant les médias Outre-mer, il faut savoir qu'il y a la première et puis... désolé de le dire, mais moi, en réalité. Et nous sommes quand même aujourd'hui pas dépassés. Parce que France Zéro a disparu. Exactement. Donc, moi, je suis correspondant de Canal et des autres chaînes depuis KMT, KTV Guyane depuis quelques années. Et je m'aperçois qu'aujourd'hui, moi, j'ouvre ma boîte mail, je ne sais pas, il faut prendre une décision, qu'est-ce qu'on couvre? Parce que tout le monde est après nous, que ce soit le ministère, les députés, les associations, parce que nous sommes les deux médias. Il y a la première et moi qui suis correspondant et qui ai eu cette chance de faire ce boulot depuis quelques années et qui connaît effectivement tout le circuit du monde associatif et du monde politique. D'accord. On revient vers toi tout à l'heure. On va interroger Ozan Mounier pour qu'on a invité parce que, je le disais, il y a une véritable crise agricole en France en ce moment. Alors, bien évidemment, la question qui se posait, pourquoi en Guadeloupe rien ne se passe? Est-ce que le monde agricole est tellement différent du monde franco-français ou alors est-ce qu'il y a des disparités? Ozan Mounier, la parole. Oui, évidemment, cette crise qui touche l'agriculture française, elle a de toute évidence des répercussions sur l'agriculture guadeloupéenne, mais notre situation, elle est encore plus critique que celle de l'agriculture française, puisque nous sommes directement sous les feux de la concurrence, notamment des pays, non seulement des pays européens, mais également des accords de partenariat signés entre l'Union européenne et les pays voisins. Donc, ce qui fait que quand nous avons des productions qui sont disponibles sur le marché, c'est le cas en ce moment, par exemple, de certaines productions légumières, elles se retrouvent directement en concurrence avec des productions qui viennent de ces pays issus des accords de partenariat. Mais cette concurrence, elle est déloyale à plus d'un titre. D'abord parce que les coûts de production ne sont pas les mêmes, les charges ne sont pas les mêmes, mais les contraintes sanitaires ne sont pas les mêmes. On prend le cas de l'igname de Costa Rica, par exemple. L'igname de Costa Rica, ou l'ananas de Costa Rica, le Costa Rica qui ne produit que pour l'exportation, c'est-à-dire ce qui est exporté en provenance du Costa Rica n'est pas consommé en Costa Rica. Ça, il faut le savoir. Que les contrôles sanitaires ne se font pas à l'arrivée, mais au départ. Les normes environnementales ne sont pas les mêmes ici que par rapport à Saint-Domingue, par rapport au Costa Rica, par rapport au Brésil, par rapport au Mexique, etc. Et ces productions, quand elles arrivent ici, bien entendu, elles ont un coût de revient beaucoup plus faible
mais elles dégagent des marges qui sont 10 fois plus importantes que celles que les agriculteurs réalisent ici. Oui. Le résultat des courses, c'est que même si ces productions reviennent à moins cher, quand nous n'avons pas de produits disponibles sur le marché, ces productions sont vendues à des prix exorbitants. Je donne un exemple. On a vu des tomates et des courgettes vendues entre 6 et 8 euros le kilo. Tout à fait. Après la période où on a eu tous les mauvais temps en Guadeloupe. Donc, il n'y avait pas de tomates de Guadeloupe, il n'y avait pas de courgettes. Donc, les prix étaient très élevés. Aujourd'hui, nous avons bien entendu sur le marché des produits issus de l'agriculture guadeloupéenne. Ces mêmes produits qui étaient vendus à 6, 8 euros sont vendus autour de 2 euros, alors que les nôtres, on les vend à 3,50 euros. Donc, il y a cette concurrence déloyale qui est systématique et qui fait que l'agriculture guadeloupéenne n'arrive pas, l'agriculteur guadeloupéen, le paysan guadeloupéen n'arrive pas à vivre de sa production. Donc, c'est vrai qu'il y a un grand problème pour l'agriculture européenne, mais ce problème-là, en grande partie, il est lié au choix de développement qui a été fait. Parce que tant que l'Europe était un club fermé à 6, où il y avait une politique protectionniste, et il y avait véritablement une politique agricole commune, on avait une paysannerie française qui pouvait vivre de sa production. À partir du moment où il y a eu l'élargissement de l'Europe et que le marché européen ouvert en direction des pays de l'Est, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les capitalistes de l'agriculture guadeloupéenne, ceux qui sont dans l'agro-business, notamment des gens comme le président de la FNSEA, qui est à la fois le propriétaire des huiles Le Sieur, ça il ne faut pas le savoir, donc c'est une grosse société. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis sous cocon l'agriculture française et sont allés investir en Ukraine, en Pologne, en Hongrie, en République tchèque. Donc on a délocalisé cette production et progressivement ce qui s'est passé avec l'industrie textile et l'industrie automobile, la délocalisation s'est faite également au détriment de l'agriculture. Donc progressivement, les agriculteurs français se sont retrouvés dans des situations où ils ne peuvent pas s'en sortir, particulièrement dans les régions. Seuls arrivent à s'en sortir les agriculteurs du bassin parisien, les grands céréaliers et les betteraviers. Les autres, ils sont dans la difficulté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des exigences qui sont normales en termes de normes environnementales qu'il faut respecter. Ensuite, on a orienté les agriculteurs vers des productions de niche, notamment à haute qualité environnementale ou bio. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, le marché du bio est devenu un marché qui n'est plus référencé. Pourquoi? Parce que les productions bio sont réalisées ailleurs, notamment au Maroc, en Égypte, et interviennent sur le marché européen, ce qui fait que le bio a perdu de sa valeur. Je donne un exemple significatif, c'est que un certain nombre de moyens agriculteurs en France ont décidé de s'engager dans la production de sucre bio. D'ailleurs, on a encouragé également en Guadeloupe à faire de la canne bio. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le sucre bio a perdu son marché et aujourd'hui, le bio est vendu au même prix que le conventionnel, alors que les coûts de production sont supérieurs de 30 à 40% par rapport au conventionnel. Donc, on assiste véritablement à un effondrement du modèle de production tel qui a été développé et qui est basé essentiellement sur un développement capitaliste ultra-libéral où à la fois les grandes surfaces et les industries agroalimentaires, tout ce qui relève de l'agro-business, ce sont eux qui font les lois du marché agricole. Alors, autre question quand même, vous en mouniez. On assiste quand même en Guadeloupe aussi à une volonté de délocalisation de nos productions vers l'Afrique maintenant. J'ai vu le président du Bénin venir en Martinique récemment. Il a acheté des terres, Ayot a acheté des terres au Bénin et semble-t-il, de plus en plus, il y aura aussi une délocalisation. Oui, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a commencé depuis la fin des années 90. Oui. Les bananiers martiniquais et certains bananiers guadeloupéens ont décidé d'investir en Afrique.
Ça a été le cas au Cameroun. Oui. Ça a été le cas également, surtout en Côte d'Ivoire, oui. où il y a de plus en plus de producteurs qui vont s'installer de manière à avoir des coûts de production qui sont beaucoup plus abordables oui. pour pouvoir intervenir sur le marché européen, puisque ces pays-là, étant signataires des accords de partenariat, ont donc un accès privilégiés sur le marché européen dans la limite des quotas qui leur sont attribués. Donc, ce qui fait que cela devient, disons, en quelque sorte, beaucoup plus rentable. Ben, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que même sur le marché européen, les règles et la protection, le protectionnisme européen, il ne peut plus être efficace dans la mesure où aujourd'hui, c'est l'OMC qui fixe les règles. Oui. Et que donc, face à cette situation, on est dans la mondialisation et l'agriculture, pour qu'elle puisse être rentable, il faudrait qu'elle soit davantage protégée. Et pour qu'elle soit protégée, il faut des dispositifs législatifs. Ça a été le cas en 2018 et en 2021 avec les lois Egalim. Ces lois Egalim permettaient aux agriculteurs de tirer un revenu en impliquant les collectivités, toutes les collectivités, dans un partenariat fort avec les agriculteurs, de manière à ce que 70 à 80% de ce qui est consommé dans les collectivités, cantines, hôpitaux, etc., proviennent des circuits courts et proviennent des agriculteurs et non de l'agroalimentaire. Or, on constate que ça a été un échec total en France, et quant à Guadeloupe, dès 2009, nous n'avons pas attendu la loi Egalim. Ouais. Le mouvement de 2009 avait préconisé, et il y a un accord qui a été signé, pour que 40 à 50% de l'approvisionnement des cantines soit fait avec des productions locales, des productions ici de la production guadeloupéenne. Ça n'a pas pu être fait, et quant à la loi Egalim, son application en Guadeloupe, ben, il y a quelques tentatives, mais qui sont encore très timides. Et la seule structure publique qui a pris fait et cause pour cette opération, c'est l'usine centrale. Mais l'usine centrale, c'est... depuis plus de 10 ans, on en entend parler. Oui, bon. Elle commence à sortir de... Voilà, j'ai dit, on a inauguré pratiquement tous les deux sol. Et finalement, le résultat, c'est que les agriculteurs, entre-temps, auront probablement baissé les bras dans un certain nombre de secteurs. Alors, je vais vous poser une question un petit peu précise sur un phénomène qui se développe en Guadeloupe. Vous le connaissez sûrement, Nouvelle Voie. Depuis une année, ils ont développé... l'instant Fouillapin, enfin l'année Fouillapin, puisque régulièrement je les reçois ici. Hier, Véripla était ici, il disait qu'il va y avoir, j'ai envie de dire, un renouveau du Fouillapin, et peut-être même, ça va peut-être ouvrir d'autres branches. Est-ce que vous y croyez? Oui, j'y crois, parce que nous sommes dans une démarche de souveraineté alimentaire, de recherche de la souveraineté alimentaire. Cette démarche de souveraineté alimentaire, elle passe notamment par la valorisation des produits de terroir qui ont une valeur nutritive importante et qui ne sont pas pollués ni polluants. C'est le cas notamment du fruit à pain, mais il n'y a pas que le fruit à pain, c'est le cas également du développement du manioc. Oui. Dans le Nord-Grande-Terre en particulier, il y a de nombreuses initiatives qui sont prises pour justement développer la culture du manioc et permettre avec ces deux productions, si on arrive à avoir une maîtrise de la production et de la transformation de ces deux produits, on aura réglé pour l'essentiel le problème de l'alimentation. Maintenant, reste le troisième volet qui est l'apport en protéines. Voilà. Et l'apport en protéines, au moment où précisément on est dans une situation où il y a de plus en plus de normes environnementales à respecter, les protéines végétales doivent pouvoir jouer un rôle. Or, nous avons ce qu'il faut, notamment avec le moringa. Donc, quand on a fait le tour du sujet, je pense que avec des politiques publiques pensées par des hommes politiques qui ont le sens du pays et qui veulent que la Guadeloupe s'assume,
il y a possibilité de régler, on a tous les atouts en main pour régler de façon définitive le problème alimentaire en Guadeloupe en faisant fi de la mondialisation. Et c'est ma dernière question. Alors justement, sur cette question-là, avez-vous le sentiment que nos politiques ont cette vision ou peuvent avoir cette vision? Pour l'instant, je n'ai aucune certitude et peut-être même que je commence à avoir des doutes. Merci aux Mounier pour cet éclairage qui était nécessaire. On va revenir avec vous tout à l'heure, monsieur Maurice Cessé. On a encore 2 ou 3 petites questions à vous poser. Et aux Mounier, on va peut-être vous recevoir peut-être quelques temps parce qu'il y a encore d'autres questions qu'on n'a pas abordées aujourd'hui volontairement sur la canne et la banane, sur l'avenir. Et nous aurons plaisir à vous recevoir pour en parler dans quelques temps. Merci d'être venu. Voilà, 13h26, deuxième pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec Mme Evrilus. Mais avant ça, on va recevoir Maurice Cessé si on a encore des questions sur l'information là-bas à vous poser. À tout de suite. OK. Voilà, nous sommes revenus pour la dernière séquence du ZCL News. Je vous l'ai dit, on reçoit Maurice Cessé, qui est journaliste à Paris, qui est aussi notre correspondant là-bas, régulièrement, qui nous envoie des sujets. Et puis, dans un instant, on va recevoir Mme Evrilus, qu'on ne voit pas assez souvent dans l'émission, mais au moins aujourd'hui, elle est là et on est content de la recevoir. Bonne année, bonjour et merci. Bonjour Danick, merci beaucoup. Bien, alors Maurice, avant de faire un sujet sur l'hydrogène, je voulais un petit peu, au niveau des médias parisiens, est-ce que les contacts se font facilement avec toi quand ils ont besoin d'une information sur nos territoires? Ah oui, tout à fait. Concernant les infos, tous les sujets que nous tournons, je dois signaler que je suis actuellement en Guadeloupe, mais demain, il y aura un sujet dans ton journal, et notamment sur Canadis, parce que la DOM a réuni les présidents d'associations des 5 DROM pour la première fois. Donc, en réalité, tous ces sujets, je les ai sur ma boîte mail, contact, SMS, etc. Je suis au courant un petit peu de tout ce qui se passe d'une manière générale. Après, nous avons aussi le tissu associatif, on va dire ça comme ça, qui nous informe de telle ou telle activité. Là, nous avons, par exemple, Babette de Rosière la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs, le samedi. Là, également, il y aura une couverture. Il y a l'association Accolade qui fête ses 40 ans. Là encore, il y aura une couverture malgré ma présence en Guadeloupe. Donc, en réalité, les sujets, ils sont très nombreux. Ce que nous essayons de faire, c'est qu'ils soient le plus variés possible, ne pas se répéter. Hein. Souvent, alors, c'est ça qu'on en finit par avoir aussi des problèmes, parce qu'une association qui a fait une manifestation il y a 3 mois, et qui en refait une autre dans 3 mois, forcément, il faut choisir un petit peu tous les sujets pour qu'ils soient le plus variés. Après, nous avons le salon de l'agriculture qui va arriver. Et là, nous avons la masse des exposants de la Guadeloupe, de la Martinique, et surtout du fait que moi-même, j'envoie des images pour la Guyane, pour Mayotte, pour la Guadeloupe, pour la Martinique. Il est de mon intérêt de mettre l'accent sur chaque département, ce qui nous demande un travail considérable concernant le salon de la culture. D'ailleurs, après chaque salon, il me faut un peu de repos parce qu'on sillonne tout ce public pendant 9 jours, un monde fou là-dedans, et surtout faire plaisir aussi quand même à ces exposants de la Guadeloupe, de la Martinique qui font le déplacement, parler de leurs produits. Moi, ce que je voudrais souligner concernant la Guadeloupe, puisque là, je suis bien sûr tout ce qui se passe, je trouve que nous avons aujourd'hui, je ne sais pas si Edith va me confirmer la chose, mais je trouve que nous avons une jeunesse guadeloupéenne très dynamique, des personnes qui ont des idées nouvelles et qui essaient de dynamiser l'économie et qui vont vers le développement de nos régions. Et ça, c'est quelque chose que je tenais absolument à saluer. Regarde, on a par exemple Isabelle Adonis qui aussi a des idées extraordinaires avec des chefs d'entreprise, etc. Je trouve que là, c'est quelque chose qui mérite, il faut mettre l'accent sur ce dynamisme de nos jeunes. Quand je suis à la Foire de Paris et que je vois par exemple des jeunes qui créent des choses, des objets artisanaux, mais ça a du mérite. Je veux dire, ça donne envie. Et ça, c'est un point important. Alors, pour revenir aussi à nous, je dirais que, je le disais, nous sommes actuellement, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y ait plus de médias. Actuellement, bon, nous avons la station Tropique FM, qui est plutôt devenue une radio musicale. Oui. Voilà. Donc, en réalité, il y a très peu de médias qui parlent véritablement de nos sujets à nous. Et ce qui fait que, bon, j'ai laissé une équipe dans le cas où il se passerait quelque chose qu'on
non, mon secrétaire d'État, mais on s'aperçoit, nous sommes avec le correspondant de France Entière, Aline Ruel, la correspondante de RCI. On se voit, nous sommes les quatre. La première, moi, RCI et France Entière. Donc nous couvrons tout et on se voit tous les jours. Chaque fois, il y a quelque chose. Alors, avant de partir, je voudrais quand même, Maurice, rendre hommage à un confrère qui est parti récemment. Je vais parler de Jean-Jacques Simou. Oui, ça c'est... que tu as connu, que moi j'ai connu, je travaillais avec lui à Sainte-Lucie. Et deux petits mots quand même. Ça nous a touchés. Je savais qu'il était malade, mais... il nous a quittés très brutalement. Et Jean-Jacques Simou, c'était un grand journaliste. C'est vrai qu'il m'a appris beaucoup de choses, j'avoue, parce que c'est quelqu'un qui a quitté RCI. Après, il a fini sa carrière en France. Il a été aussi écrivain, il faut le dire. Oui. Et ça a touché beaucoup de monde. Ce qui a été surprenant, et pour certaines personnes, c'est de voir le monde qu'il y avait pour ses obsèques à Paris. C'était à l'église Saint-Sulpice. Mais c'est vraiment un décès qui m'a vraiment touché de très près, parce qu'on se voyait assez souvent, régulièrement. Ça m'a vraiment touché. Bien, ben Maurice, bon séjour, bon retour au pays natal, comme on dit. Absolument. Là, nous sommes 29 degrés aujourd'hui. Quand j'ai quitté la Paris, il faisait moins 6. Là, on va sentir bien. Ah oui. Et puis d'autant plus, je salue quand même nos amis. Je suis ici pour évidemment quelques reportages que nous allons faire aussi. Je rentre à Paris le 14 février. Et puis nos amis de Typical, sur lesquels j'avais tourné à Paris. Et Daniel tenait absolument que je sois sur ce bateau de croisière avec eux demain. Donc, ce qui fait que demain, je serai sur le bateau. Là, voilà. On va revenir rapidement à l'actualité avec la première rencontre du club Hydrogène. Et tout de suite après, Madame Evry, c'est parti. L'hydrogène apparaît aujourd'hui comme un vecteur énergétique permettant de venir conforter cette transition, notamment sur le secteur de la mobilité, tout ce qui est mobilité lourde et collective, qui sont contraints à des taux d'utilisation et de disponibilité importants, ce que permet aujourd'hui le vecteur hydrogène. Et nous avons la chance en Guadeloupe de pouvoir disposer d'énergies renouvelables donc diverses et variées, le soleil, le vent, la géothermie, l'hydraulique, voilà, qui permettraient demain de produire donc en abondance ce vecteur énergétique. L'objectif, c'est vraiment de fédérer les différents acteurs qu'il y a sur la filière. L'hydrogène, ce n'est pas une technologie complètement nouvelle. On fait des moteurs hydrogène depuis 1805. Mais par contre, la filière, le stockage, sa production, son utilisation, les véhicules derrière, ça demande l'implication de beaucoup d'acteurs. Il y a déjà des acteurs impliqués sur le territoire. La SARA est en train de présenter un projet actif. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Jarry, c'est une station de production et de distribution d'hydrogène. Donc, il y a vocation de délivrer de l'hydrogène pour la mobilité, donc que ce soit pour des voitures. C'est une station qui produit donc 2 kg d'hydrogène par jour, mais qui permet donc de stocker 16 kg. Pour rappel, 1 kg d'hydrogène, c'est 100 km d'autonomie. Donc, c'est un vecteur d'énergie qui se prête donc à une recharge rapide, donc pour les véhicules. Donc, on peut avoir une recharge à 350 bars en une dizaine de minutes. Donc, ce qui se substitue à l'électrique. Aujourd'hui, le transport représente plus de 2/3 des consommations d'énergie finale du territoire et constitue à cet effet un enjeu de premier ordre pour l'atteinte de nos objectifs de transition. L'un des deux gros avantages de l'hydrogène, c'est que s'il est produit à partir de sources renouvelables, en l'utilisant, vous obtenez directement une mobilité décarbonée. Là, donc, je parlais de mobilité lourde, donc on parle de tout ce qui a trait à la manutention, le transport collectif pour les lignes urbaines, interurbaines. Mais demain, ça peut être également le cas pour le transport maritime. On est sur un archipel avec des liaisons entre les îles du Sud et le territoire entre guillemets continental. Demain, on pourra avoir des transports, des navettes maritimes hydrogène, assurant ces liaisons et donc de matières entièrement décarbonées. Les limites sont sa production sur place. On veut faire de l'hydrogène décarboné, donc pour le produire, c'est à partir d'énergies renouvelables qu'il faut le faire. Les énergies renouvelables, ça prend de l'espace sur le sol ou des éoliennes. Donc il y a la problématique de trouver l'énergie renouvelable pour produire cet hydrogène vert. Ça, c'est une des problématiques. L'autre problématique qu'on va peut-être avoir, c'est la question du coût de cet hydrogène, parce qu'on a un bassin de besoins qui est quand même limité. Donc tout ça, c'est des choses qui doivent être prises en considération. Comment est-ce que cette filière va pouvoir être autonome, éventuellement les besoins d'aide qui viendront avec. Voilà les principaux freins.
Voilà, et c'est très important pour nous parce que ça nous rendra moins dépendants des énergies, ce qu'on appelle les énergies fossiles. Alors voilà, il est exactement 13h41 minutes. Nous avons près de 14 minutes avec Madame Évrilus qu'on va retrouver bientôt puisqu'elle était thérapeute, je le rappelle, mais là aujourd'hui elle est venue en tant que présidente de la commission TPE de la CCIG. Et on va vous poser la question avant après vous avoir dit bonne année et continuer le travail important qu'on fait pour les TPE parce que ça aussi c'est un vrai boulot et on voit dans le petit ouvrage que nous avez donné le bilan, finalement vous avez beaucoup travaillé. C'est vrai qu'à la Chambre de commerce on travaille beaucoup et c'est vrai que la commission des très petites entreprises que je préside à la Chambre de commerce joue un rôle très important parce que n'oublions pas, je le rappelle toujours, sur les 40 000 ressortissants que nous avons inscrits au fichier de la Chambre de commerce, nous avons à peu près 38 000 TPE. Et je dis que les TPE ont besoin d'un accompagnement, ils ont besoin de conseils. Et c'est pour cette raison que cette commission a été créée à la Chambre de commerce, parce que nous sommes conscients qu'il va falloir, avec cette modernisation, avec l'innovation, avec la digitalisation, et aussi sans oublier les formations, puisque nous avons très bien compris lors de la pandémie, le commerce a dû changer un peu de stratégie, entre guillemets, puisque maintenant, on commerce beaucoup par Internet. Donc, nous avons le devoir, et nous sommes là aussi, pour accompagner nos TPE dans tous les domaines d'activité qui concernent la très petite entreprise. Alors, est-ce que c'est parce que les TPE représentent autant de personnel, de personnes travaillant, que votre commission semble être la plus active à la CCI? La commission, et c'est vrai qu'elle est très active puisque nous avons présenté notre bilan, nous avons fait un séminaire pour présenter le bilan de l'année 2023. Nous avons aussi présenté le programme de l'année 2024. Nous avons invité les partenaires qui nous accompagnent tout au long de l'année. Mais c'est vrai aussi, on se doit d'accompagner les entreprises. C'est vrai, on se doit d'accompagner toutes les entreprises, mais en particulier les TPE, parce que c'est souvent, quand il y a un problème, c'est souvent avec les TPE, puisque les grandes entreprises ont déjà leur organisation, ils ont leur conseil, ils ont l'accompagnement qu'il leur faut. Donc, il faut obligatoirement, et peut-être c'est pour cette raison que vous posez la question sur la réactivité de cette commission, parce que, bon, c'est vrai que nous sommes souvent au chevet de la TPE, puisque nous sommes conscients des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Dans une année, vous organisez plusieurs rencontres, plusieurs événements. L'an dernier, en 2023, nous avons organisé, sur 12 mois, nous avons organisé 10 actions. Pratiquement une par mois. Pratiquement une par mois, c'est sous forme de forum, sous forme de rencontres, sous forme de conférences, parce que les gens sont là aussi pour savoir. Nous avons participé des conférences avec l'association des jeunes avocats, avec des thèmes qui interpellent la TPE. Nous avons organisé une conférence aussi avec les universitaires sur l'économie de la Guadeloupe suite à la pandémie. Nous avons organisé la nuitée de la finance. Il y avait pas moins de 220 ressortissants avec les banques, avec la BPI, avec la région, avec les experts comptables. Donc, c'est une commission qui organise, je vais dire, les thèmes du moment. Oui. Les thèmes qui concernent la TPE. Et donc, c'est pour cette raison que cette commission, il y a toujours du succès, parce qu'il y a toujours pléthore de personnes qui viennent et qui sont satisfaits, qui en sont satisfaits après. Alors, il y a une édition à laquelle vous tenez particulièrement et qui ramène beaucoup de succès, c'est l'édition des femmes chefs d'entreprise, la nocturne. Nous avons toujours à peu près entre 220, 280, je ne vais pas dire femmes, mais des personnes au WTC, parce que c'est une manière de mettre des femmes à l'honneur. Bon, c'est vrai que ce jour-là c'est pour rappeler peut-être comment les femmes vivent dans le monde. Mais nous, on a trouvé depuis 4 ans comment on peut aussi donner une lisibilité sur les femmes entrepreneurs et dire que ce n'est pas parce que nous sommes femmes
que nous ne pouvons pas être chef d'entreprise. Et donc, l'an dernier, c'était sur, je crois, la reconversion des femmes entrepreneurs. Et cette année, ce sera sur un autre thème que nous avons déjà défini. Et je donne déjà rendez-vous à toutes les femmes, mais à tout le monde. Rendez-vous le 8 mars au WTC, puisque, heureusement, cette journée va se décanter en 2 temps. Puisque vous avez reçu dernièrement Mme Mounette Alidor pour l'Association des femmes performantes Guadeloupe, AFPG. Et donc, on va concocter quelque chose ensemble. Nous allons recevoir dans la matinée les femmes performantes qui sont dans la transformation. Donc, toutes les femmes qui nous écoutent peuvent téléphoner pour demander des renseignements ou alors prendre rendez-vous. Le matin, on va recevoir les femmes performantes. On va faire une présentation de cette association AFPG pour que tout le monde puisse savoir quel est le rôle de cette association. Et dans la soirée maintenant, on va terminer en apothéose avec notre soirée habituelle pour primer 8 femmes qui sont dans des métiers différents. Oui. Alors, je ne peux pas ne pas vous poser une petite question quand même sur Marie-Galante, sur les îles du Sud, mais particulièrement Marie-Galante, puisque vous l'êtes vous-même, au niveau des TPE, comment ça se passe pour vous savez, les choses sont un peu très compliquées. Ça, il faut pas... Même en Guadeloupe, sur le continent, c'est compliqué. Donc, à plus forte raison, Marie-Galante, on a de cesse de le répéter. Marie-Galante se dépeuple. On connaît l'exode. Ensuite, il y a la triple insularité, il y a 3 frais de transport à payer sur les articles. Ça fait plus de 25 ans, mais ce n'est pas des blagues, monsieur Zandronis, plus de 25 ans qu'on réclame l'aide au cabotage. Et donc, c'est jamais arrivé parce que pourquoi? Cette aide au cabotage permettrait aux entrepreneurs de diminuer la marge bénéficiaire parce que, bon, ils sont obligés de prendre en compte les frais de transport qui augmentent le prix de la marchandise. Donc, ça fait 25 ans qu'on est dessus. Là, maintenant, il y a un second problème avec le transport passager. C'est vrai, je dis toujours que Marie-Galante fait 2 journées dans une journée parce qu'il se réveille non seulement à 3 h du matin pour aller faire la queue, pour acheter un billet, pour prendre le bateau à 6 h. Quand cette personne est malade, descend voir un professionnel de la santé en Guadeloupe. On dira par exemple qu'il a rendez-vous à 9 h. Il est arrivé à Pointe-à-Pitre à 7 h du matin et il repart à 17 h. Il fait quoi entre-temps? Cette personne est en train d'errer dans les rues de Pointe-à-Pitre si la personne est malade. Donc, il faut réfléchir. Bon, je ne dis pas d'un claquement de doigts qu'on va trouver la solution, mais il faut réfléchir comment faire parce que c'est vrai que le bateau, c'est une société privée. Oui, on ne peut pas l'imposer parce qu'il a aussi à regarder son chiffre d'affaires, il a du personnel, le nombre de passagers, il paye le fuel est très cher, donc on ne peut pas l'incriminer. Mais maintenant, comment faire? Comment trouver une solution? Il y a les touristes qui viennent à Marie-Galante, qui reprennent l'avion de 18 h, de 19 h. Ils sont obligés de partir depuis le matin à 6 h du matin. Ouais. Ce qui fait aussi un manque à gagner dans les restaurants, pour les commerçants. Donc la question que j'ai envie de poser, est-ce un avantage ou un inconvénient? Est-ce que Marie-Galante est trop proche du continent? Mais c'est le cas aussi pour la Désirade. Non, mais quand je parle de Marie-Galante, c'est les 3. Oui, c'est les 3. Et c'est pour cette raison que dernièrement, au Césaire, j'ai eu l'occasion de dire, nous avons le maire de Désirade qui est quand même président de la commission des îles du Sud à la région. Tout à fait. La commission des îles du Sud est présidé par un Ilien. Oui. Donc, il faut maintenant qu'il prenne son vrai rôle. Oui. Vous comprenez? Parce que, bon, c'est vrai qu'il est un politique. Nous sommes des économiques. Je crois que la parole du politique a peut-être plus de poids que la parole de l'économique. Donc, il faudrait mettre en marche cette commission des îles du Sud pour qu'on ait un relais entre nos doléances, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on dit quelque chose sur les îles du Sud, qu'on est en train de demander, et on a l'impression qu'à chaque fois qu'on essaie de dire « je vous donne », c'est comme si pour dire « bon, en cabazo, zomandé, en cabazo, mais bon ». Il n'y a pas de résolution réelle des problèmes de fond. Voilà. Alors, avant-dernière question, quel va être pour 2024 les temps forts de la commission TPE
en dehors de ce que vous avez dit tout à l'heure avec Mme Malidor, mais il y a d'autres choses. Alors pour 2000, oui, ça c'était un petit grain de sable dans l'océan. Oui. Alors pour 2024, j'ai amené mon papier. Oui. Donc nous allons avoir ce que j'ai appelé parcours TPE. Il y aura invité la DRFIP, la CGSS, un expert comptable et l'ordre des experts comptables. Parce que souvent, les gens ont des difficultés de moratoire et à la CGSS et à la DRFIP. Ensuite, nous aurons cette nuitée de femmes entrepreneurs. Nous aurons aussi, on va se déplacer dans les communes, puisque c'est le rôle aussi de la commission de se déplacer sur l'archipel de la Guadeloupe. Donc, nous allons reprendre ce parcours TPE avec la DRFIP, avec l'EOSAF dans les communes. Ensuite, nous allons faire une table ronde avec tous nos partenaires, les partenaires qui accompagnent cette commission pour qu'ils puissent nous proposer encore d'autres sujets. Nous allons faire ce qu'il y a d'important. Nous allons faire un forum qui s'appelle Croisement de points de vue. La voix des jeunes, VOIX, sur la voix de l'entreprise. VOIE. C'est-à-dire faire une transversalité entre des entrepreneurs qui ont réussi, qui seront des guides pour ces jeunes-là, et des jeunes qui se cherchent. Parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes qui réussissent, mais il y a aussi des jeunes qui ont du mal à réussir. Donc c'est une tranche de la population qu'il va falloir s'en occuper. Nous avons aussi un temps fort que j'ai appelé les experts se mobilisent, que j'ai appelé, c'est le salon de la TPE, que j'ai appelé parcours comptoir TPE. Nous allons faire le salon de la TPE, ça n'a jamais été fait en Guadeloupe, mettre les TPE au WTC, enfin c'est un salon. Et nous allons faire aussi ce que j'ai appelé regard du passé. C'est-à-dire, la Guadeloupe, elle a été construite économiquement par des gens. Ces gens-là existent toujours. Donc, il faut libérer la parole, donner la parole à cette tranche de la population qui a créé, qui a bâti le pays économiquement. Parce que ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé, qui n'avaient pas les moyens que nous avons actuellement pour faire évoluer nos entreprises. Et c'est une manière aussi de donner espoir aux jeunes, de leur dire, voilà, nous avons des guides, voilà, nous avons des gens qui ont bûché dur. Donc c'est donner aussi la parole à ces gens pour qu'ils puissent expliquer à d'autres personnes, pour qu'ils puissent témoigner en quelque sorte, comment ils ont fait, comment c'était compliqué avant, comment c'était difficile, comment ils n'ont pas fait d'études de commerce et ils étaient dédiés à l'entreprise et comment ils ont réussi l'entreprise. Et bien entendu, nous aurons le brunch du développement durable parce que nous avons fait le brunch de l'innovation qui a connu un succès très fort. Et nous allons faire aussi des forums avec les avocats. Nous allons faire la journée de la TPE parce que le 27 juin, c'est la journée nationale de la TPE qui n'a jamais été relayée sur la Guadeloupe. Donc, nous allons aussi faire la journée de la TPE, faire un concours de TPE et primer la TPE. C'est-à-dire accompagner pour donner aux gens d'avoir envie. Donner l'envie d'avoir envie et pour que les gens, même si c'est compliqué, même si c'est dur, pour que les gens puissent aimer leur TPE et continuer à travailler avec cette résistance. Parce que je dis toujours, nous sommes dans une économie de résistance. Donc ça veut dire qu'on vous verra au moins 10 fois cette année dans le ZCL et au moins 10 fois. Bien, en tout cas. N'oubliez pas aussi pour ma profession, parce que là, je suis en train de faire des formations supplémentaires. Aussi, voilà. On vous verra. Mais en tout cas, on vous remercie d'être venu. On va rapidement sur le focus du jour, bien sûr, le proverbe du jour. Le proverbe du jour, est-ce qu'il est prêt, oui ou non? Non, il n'est pas prêt. Il est déjà pratiquement 12h et 13h55. Alors, je rappelle que depuis le début, on a reçu Mme André Simoneau, qui est la présidente du club Femmes Outre-mer, qui fait son assemblée générale ce week-end. Maurice Essé, journaliste guadeloupéen à Paris, a été aussi notre invité, ainsi que Rosan Mounien, expert sur les questions agricoles, qui nous a expliqué un peu ce qu'était la crise agricole qui se fait en France et ses répercussions en Guadeloupe. Et Edith Evridis, qui est encore avec nous, président de la commission des TPE, qui a fait le bilan de l'année 2023 pour les TPE. Et on vous l'a dit, on aura l'occasion de la recevoir très prochainement
probablement avec Mme Moneta Lidor. Sinon, au niveau de l'actualité, mobilisation des agents sur le port autonome, c'est le fil de l'actualité d'aujourd'hui, la conférence de l'intersyndicale qui annonce une grève dans l'éducation pour le 1er février, parce qu'ils ne sont pas contents de ce qui se fait en ce moment. Sur le port, effectivement, la mobilisation continue. Et puis, on a eu aussi la première rencontre du club hydrogène et ce micro-trottoir sur l'augmentation de 300 € de nos députés, des députés guadeloupéens. Tout le monde dit vraiment ça c'est extraordinaire quand ils ont augmenté ça de 300 € pendant que tout le monde en Guadeloupe a fait. Bon, enfin bref, les gens ne sont pas contents. En tout cas, on vous remercie pour votre attention. On se retrouve demain à la même heure, 12h30, avec nos autres invités. Et Mme Evrilus, c'est bien à bientôt. Merci, M. Zandounis, à bientôt. On vous recevra toujours avec plaisir. Voilà, il est pratiquement 13h56. La réalisation était assurée par Yann et avec en back-office notre experte aujourd'hui. Je parlais de Jennifer Noumertin qui était avec nous et qui sera encore là demain. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors demain à la même heure.